Il n'y a pas de règle générale. Ça veut dire très clairement que vous allez voir des machines connues, d'autres moins, et en fait, une telle machine avec un tel profil pourra être utilisée dans une entreprise liée à telle ou telle fonction, et cette même machine pourra être liée à une fonction tout à fait différente dans une autre entreprise. Donc, il n'y a pas de règle générale. Valérie, comment procède-t-on? Je te demande quand on peut passer le slide suivant? Oui, ok. OK? OK, on fait comme ça. On va y aller petit à petit et on va commencer par les engins dits les plus simples, mais dits les plus simples, et en fait, ils ne sont pas plus simples. On a ici, par exemple, le transpalette électrique et le gerbeur électrique. Beaucoup de gens pensent par erreur que pour de tels engins, un brevet n'est pas nécessaire. C'est totalement faux. Un brevet est nécessaire pour l'utilisation de ces deux engins. Beaucoup de personnes pensent également qu'à partir du moment où un candidat est titulaire d'un brevet chariot-élévateur, le chariot-élévateur permet de conduire ces deux engins, le transpalette et le gerbeur. C'est également une idée fausse. En fait, ces deux engins, il faut le savoir, sont hyper dangereux et en fait, leurs victimes de prédilection, ce sont les tendons d'Achille. En fait, comme vous le voyez, vous avez un transpalette électrique sur la gauche de l'écran. Le transpalette, que fait-il? Il va monter la charge de 10 cm. Il va la décoller du sol. C'est tout ce qu'il fait. Vous avez sur la droite le gerbeur, qui lui va non seulement décoller la charge du sol, mais va également permettre d'aller retirer ou placer une palette de marchandises dans un rack. Et cet engin peut monter jusqu'à des 6, 7, 8, 10 mètres de haut. Ça dépend du modèle qui est choisi. À partir du moment où une personne dispose du brevet pour l'engin de droite, c'est-à-dire le gerbeur, elle est automatiquement également autorisée à conduire l'engin de gauche, c'est-à-dire le transpalette électrique. C'est un brevet de base, mais encore une fois, je répète, c'est un engin hyper dangereux. Vous avez pour ces deux types d'engins, deux types de conduites différentes qui sont possibles. Vous pouvez voir que vous avez un timon noir que l'on voit là, que l'on peut rabattre, on le verra sur une photo ultérieure, et que l'on va traîner comme un petit chien, c'est ce qu'on appelle la conduite accompagnée. Mais vous avez également sur le devant de la carcasse une tablette rabattable. Lorsque l'on rabat cette tablette, on peut se positionner sur la tablette et à ce moment-là, on est en conduite autoportée. Vous avez à cet effet également sur le transpalette de gauche, on le voit, vous avez deux renforts latéraux qui empêchent, en fonction de la vitesse et dans les virages, avec la vitesse synergétique, etc., de pouvoir être déporté par rapport à la machine. On peut passer au slide suivant si tu veux bien. Merci. On a ici donc la conduite accompagnée. Comme je le disais, vous voyez, la personne va traîner sa machine sur le côté, comme un petit chien en laisse. Et puis sur le slide suivant, voilà, vous avez ici la conduite autoportée. Alors me direz-vous, quelle est la différence conduite autoportée, ou du moins quelle est l'utilité? Ces engins sont vraiment les deux engins de base qui sont utilisés dans le cadre de la préparation de commandes. Dans toute entreprise, vous allez trouver ça. Je dis ce sont les engins de base car ils ne nécessitent pas nécessairement une aptitude particulière. C'est assez facile à conduire, oui, mais je le répète, c'est très dangereux. Pourquoi maintenant adopter plutôt la conduite accompagnée plutôt que la conduite autoportée? À partir du moment où vous travaillez dans un entrepôt, l'entreprise a un entrepôt qui fait, je ne sais pas, une trentaine de mètres de long, il va être assez facile d'aller faire du picking, d'aller longer les racks et de prendre, selon la commande à préparer, je descends de ma machine, ou je tire ma machine, je prends la marchandise, je la place sur ma palette, je vais 2-3 mètres plus loin, et ainsi de suite. Pardon. À partir du moment où vous vous trouvez dans un entrepôt qui fait peut-être 150 ou 200 mètres, et on est toujours dans l'optique de la rentabilité, bien entendu, on va se mettre en conduite autoportée. La conduite autoportée, bien entendu, va permettre aux travailleurs de fournir moins d'efforts, puisque la machine va le porter, comme le nom l'indique. Mais il faut savoir également que la vitesse de la machine va être plus importante à partir du moment où on est dans l'option
autoportée. En clair, on va être à 4-5 km/h en conduite accompagnée et on va monter à 8-9 km/h quand on est en autoportée. Donc encore une fois, des longs trajets en autoportée, on le fait plus vite, donc il y a un peu plus de rentabilité. Comme je le disais, concernant les métiers où on utilise ces machines, vous allez trouver ça quasiment partout. Ce sont vraiment des engins qui sont mis à toutes les sauces. Je vais prendre pour exemple, OK, on va tous faire nos courses. Vous allez voir chez Lidl, chez Aldi, il y a toujours bien un moment où il y a un collaborateur, une collaboratrice du magasin qui va sortir du stock avec un engin comme celui-là et qui va commencer à faire le réassort au niveau des rayons. Ça, c'est au niveau des grandes surfaces. Vous allez avoir également des entreprises de taille moyenne, voire petite, qui vont faire la préparation de commandes avec ces engins-là. Il est évident que la manipulation est assez basique, même si, je le répète, dangereuse, mais on traite des petits volumes avec ces engins-là. Donc, le transpalette et le gerbeur électrique. OK, Valérie? Vous avez ensuite, et là on passe à des volumes de traitement beaucoup plus conséquents, vous avez les préparateurs de commandes, où là, comme on parle de volumes plus conséquents, inéluctablement, on va se retrouver également avec des entrepôts plus importants en dimension. Donc là, il n'y a pas de conduite accompagnée. On est systématiquement en conduite autoportée. Là, on va se retrouver dans des entrepôts qui vont peut-être faire 100, 150, 200 mètres de long. Et donc, il y a un gros volume, il y a énormément de références différentes. La conduite est simple, elle nécessite également un brevet. Et j'ai mis sciemment cette photo en illustration dans le cadre de l'utilisation d'un préparateur de commande. Ce qu'il fait là n'est pas permis. C'est un préparateur de commande de niveau bas, c'est-à-dire que cette machine ne peut légalement, dans le respect des normes sécuritaires, elle ne peut servir à prendre que des marchandises qui se trouvent au sol, au rez-de-chaussée, et rien d'autre. Mais là, c'est vraiment une fonction de préparation de commande pure et dure. Donc, vous allez retrouver ça sur toutes les entreprises qui font, oui, de la prépa de commande. C'est du picking, purement et simplement. Et ça, c'est vraiment l'engin le plus utilisé dans ce contexte-là. Sur la dia suivante, vous allez avoir le grand frère, c'est-à-dire le préparateur de commande de niveau haut. La particularité de cet engin, c'est que toutes les machines que nous allons voir, l'opérateur reste au sol. Ici, l'opérateur va monter avec sa machine. Très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne sujette au vertige, on doit oublier. C'est pas possible. Euh, alors, pourquoi avoir inventé ce petit monstre? Encore une fois, pour un souci d'optimalisation, de rendement, de productivité. Je m'explique. Avec l'engin précédent, qui était donc le préparateur de commande de niveau bas, à partir du moment où l'opérateur, l'opératrice doit prendre ses marchandises qui, je le répète, sont au niveau 0, à partir du moment où il y aurait une rupture de stock, l'opérateur est obligé de faire appel à un cariste pour aller chercher le stock de réserve qui se trouve en général au niveau 7, au niveau 8, au niveau 9. Il doit attendre que l'opérateur cariste vienne, aille réalimenter le stock qui se trouve au niveau 0 pour le picking. Pendant ce temps-là, le préparateur de commande ne fait rien. C'est un moment de non-productivité. On peut pallier à ça avec cet engin-là, puisqu'ici, en fait, l'opérateur va travailler de manière autonome et indépendante du niveau 0 jusqu'au niveau 8, au niveau 9. Il n'a besoin de personne. Si le stock en bas est à 0, il peut lui-même aller chercher et réalimenter le stock aux échelons supérieurs. C'est une première chose. Mais également, à partir du moment où vous vous trouvez dans une entreprise d'une taille importante, le nombre de références étant multiplié, cette entreprise ne peut pas se permettre de mettre son stock exploitable au niveau 0. Elle a besoin de travailler sur 3, 4, 5, 8 niveaux. Et donc à ce moment-là, l'opérateur va monter, descendre à gauche, à droite, etc., mais de manière tout à fait autonome. C'est de la préparation de commandes de gros volumes avec énormément de références. OK, Valérie?
Précédemment, oui, j'ai oublié de le dire, pardon. Évidemment, avec cet engin-là, il y a un risque qui n'existera pas sur les autres machines, c'est la chute. Donc, comme je le disais, le vertige, toute personne souffrant de cela ne peut pas travailler avec cet engin. Et il faut savoir que sur cet engin, Valérie, je suis désolé, tu peux revenir à la précédente? Merci, c'est de ma faute. Vous voyez sur la machine, l'engin jaune où on trouve l'opérateur, vous avez au-dessus du toit, je vais dire, vous avez des barres noires métalliques et en fait, cette photo n'est pas correcte parce que s'agissant d'un engin où on travaille en hauteur, l'opérateur doit être équipé d'un harnais. Et le point de fixation du harnais, c'est une de ces barres noires que vous voyez dans le plafond de la cabine. Donc là, il y a la notion de travail en hauteur qui n'existe pas sur les engins précédents et les quelques suivants à venir. Merci Valérie. On arrive aux engins un peu plus classiques, les chariots élévateurs frontaux. On a deux familles dans les chariots élévateurs frontaux. On va retrouver des motorisations électriques ou des motorisations thermiques. La différence entre les deux, bien évidemment, l'électrique, à partir du moment où on travaille dans un espace fermé, ce qui est majoritairement le cas dans les centres de distribution, l'alimentation, etc., on doit bien entendu éviter les émanations de gaz. Donc, on va travailler avec un engin électrique, c'est propre. Vous allez là vous retrouver avec deux possibilités. Ou bien vous avez un chariot élévateur 3 roues, c'est la machine de gauche, la jaune. Ou bien vous avez un 4 roues, comme un véhicule 2 roues avant, 2 roues arrière, c'est le modèle orange qui se trouve sur la droite. Pourquoi utiliser l'un ou l'autre? 3 roues, il faut bien comprendre qu'un 3 roues, quand on va vouloir faire un demi-tour, il va quasiment tourner sur lui-même. Le 4 roues va avoir un rayon de braquage beaucoup plus important. Vous allez me dire quelle est l'importance? Eh bien, entre les racks, vous allez avoir des couloirs. Si j'ai un engin qui traverse les couloirs et qui a besoin de 3 mètres pour faire son demi-tour, mon couloir ne devra pas excéder 3 mètres. Si je prends l'engin de droite, il me faudra 4 mètres pour faire mon demi-tour. J'ai un couloir de 4 mètres. Le couloir est un espace non utilisé. Il n'est pas rentable. Et en tout cas, le couloir vient manger l'espace de stockage où vous pourrez mettre des racks. Donc, bien évidemment, plus les couloirs sont étroits, au mieux c'est pour agrandir et optimiser la surface de stockage. Dans quel cadre est-ce que ces engins vont être utilisés dans les métiers de la logistique? On va un peu plus se trouver là dans des produits de vrac, des big bags, des palettes, et on est plus dans l'approvisionnement. On n'est pas dans la préparation de commandes ici. Un bête exemple, vous avez une centrale de distribution, je vais prendre Colruyt qui se trouve à Halle. Colruyt va commander son huile, on est entre nous, Van de Mortele, je ne devrais pas donner de marque, mais soit. Ils vont évidemment commander peut-être une quinzaine de palettes chez Van de Mortele. Les palettes vont arriver, elles sont pesantes, elles sont volumineuses, donc à la réception des marchandises, c'est ce type d'engin que les collaborateurs en logistique vont utiliser. 3 roues, 4 roues, là ça dépend un petit peu de la politique de la maison, de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, de l'espace de stockage, de la disposition des entrepôts, etc. Mais donc, l'approvisionnement principal va se faire avec ces engins-là. Les engins que nous avons vus précédemment, eux, vont donc plus être dans l'optique du picking, la préparation de commandes. Ici, on est dans la réception marchandise et également dans l'expédition marchandise. C'est-à-dire que je rentre mes 15 palettes d'huile Val de Morteleux, elles sont placées dans les racks. Avec les engins vus précédemment, les préparateurs de commandes vont faire des commandes détaillées. OK, tel magasin m'a demandé 6 litres d'huile. Je prépare ma commande avec les 6 litres d'huile. Je vais continuer à préparer ma commande avec les 20 kilos de beurre, avec les 28 pots de mayonnaise, etc., etc. Quand ma commande est terminée pour le magasin lambda, je filme ma palette
je la mets dans la zone d'expédition, et là, c'est à nouveau ce type d'engin, les chariots élévateurs, qui vont prendre le relais, qui vont saisir cette palette et qui vont aller la placer dans la remorque à quai pour le camion qui va partir faire les livraisons. Donc on est là aussi dans la chaîne logistique, mais les engins sont utilisés en fonction à quel niveau travaille-t-on dans la logistique. La réception des marchandises, la mise en stock, la préparation, l'expédition. Et en fonction de ces 4 fonctions, on utilisera des engins différents. 3 roues, 4 roues, en termes de stabilité, c'est plus ou moins identique, même s'il est évident qu'on est plus stable sur 4 pattes que sur 3. Mais encore une fois, on est là dans l'optique du thermique pour des raisons de non-pollution dans un milieu fermé. Oui, Valérie? On passe ensuite au thermique. Le thermique, on le voit tout de suite, hein, on utilise un thermique à partir du moment où on va devoir utiliser des charges plus lourdes. Charge plus lourde va donc demander, ça implique automatiquement beaucoup plus de puissance. On a plus de puissance par définition dans un moteur thermique que dans un moteur électrique. Plus de puissance parce que plus lourd, donc on va aller également directement vers plus de stabilité. Ça veut dire très clairement que pour les thermiques, il n'y a que des 4 roues. Ça coule de sens. En fait, si je dois transporter quelque chose de plus lourd, si c'est plus lourd, je vais également augmenter ma stabilité. Donc on ne va pas jouer avec des 3 roues ici. Le thermique, c'est d'office du 4 roues. L'inconvénient, les gaz d'échappement. On va retrouver ça dans quel type d'activité? On va retrouver ça principalement dans des activités extérieures, c'est-à-dire par exemple des entreprises qui ne disposent pas d'un quai de chargement ou de déchargement. Donc le camion se gare au milieu du parking en extérieur. On va devoir le décharger de manière latérale. L'exemple le plus clair, c'est par exemple une menuiserie qui attend la livraison de poutres de bois qui font par exemple 8-9 mètres de large. On vient sur le côté de la remorque et pas à l'arrière de la remorque. On vient sur le côté de la remorque, ce sont souvent des bâchers. On remonte la bâche, on va chercher ces poutrelles de 8-9 mètres de large, ça fait son poids, et on va les chercher avec des engins comme ceci. On est donc implicitement en extérieur. On va chercher les poutrelles à l'extérieur et on les rentre, pardon, j'y arriverai, on les rentre à l'entrée de l'entrepôt. On passe juste la porte d'entrée, on les dépose. Et donc ça se limite à ça. Ce type d'engin, c'est du no limite, hein. Les brevets traditionnels permettent de conduire ce type d'engin jusqu'à une charge de 3,5 tonnes. Au-delà de 3,5 tonnes, vous avez le tout petit sur la gauche. Au-delà de 3,5 tonnes, vous arrivez, et là on a un engin plus conséquent, mais ce n'est pas le plus grand. Au-delà de 3,5 tonnes, il faut un brevet spécifique. Il faut savoir, on a certains clients ici dans la région de Charleroi où on a, enfin le cas le plus parlant, on a un chariot élévateur qui a une capacité de levage de 50 tonnes. 50 tonnes. Ces 4 roues, c'est 4-5 mètres de large et c'est une dizaine de mètres de long. C'est 2 grosses locomotives, mais ça reste un chariot élévateur avec des fourches. Donc là, on est plus dans les charges lourdes. On parle de thermique. Thermique, ça veut dire quoi? C'est ou du gaz, on le voit sur l'engin de gauche qui a la bonbonne à l'arrière de la carrosserie, ou bien du diesel pur et simple comme on met dans nos véhicules dans le privé. Les risques, ce sont tous les risques qui sont liés à la manipulation de tels engins. Les collisions, les chutes, on va trouver bizarre de parler de chutes, mais en fait, la plupart des opérateurs sont dans l'optique rendement, ce qui est tout à fait normal, on le comprend, c'est imposé par le marché, par la loi du marché, mais en fait, on a tendance à sauter de l'engin. Pour monter, on fait attention, pour descendre, on saute. Et là, les chevilles foulées, etc., c'est très, très, très fréquent. Évidemment, plus l'engin est important, plus il est haut. On parle toujours de la règle des 3 points d'appui pour monter et pour descendre. Avec des engins comme ceux-là, ça prend encore plus son sens. Ce type de machine, je ne vais pas dire qu'on le rencontre de moins en moins, mais ce sont surtout des machines que l'on va retrouver dans le milieu de la sidérurgie lourde, la métallurgie,
tout ce qui touche au métal et au bois en règle générale. On va rarement trouver, je prenais tout à l'heure l'exemple de la centrale de distribution Colruyt, tout ce qui est alimentaire, etc., c'est très très rare qu'on trouve ce type d'engin. Dans ce type d'activité, on va essentiellement trouver des machines à propulsion électrique. Il faut également savoir qu'à partir du moment où une personne est brevetée pour conduire un chariot élévateur thermique, elle est également habilitée à conduire un chariot élévateur électrique. Mais l'inverse n'est pas vrai. Pourquoi? Il y a de toutes petites différences, mais qui ont quand même leur importance. C'est un peu technique, hein, mais il faut le savoir. Un engin électrique, c'est pas compliqué. Je veux monter mes fourches, j'appuie sur le bouton, les fourches montent. Ici, avec un engin thermique, pour que les fourches montent, je vais devoir accélérer pour faire tourner le régime moteur. Si j'accélère et qu'une vitesse est enclenchée, ça peut être dangereux. Donc, il y a quelques différences qui ne sont pas énormes, mais qui existent malgré tout. OK, Valérie? Il faut également savoir que, en fonction de l'activité de l'entreprise, on va se retrouver également avec des accessoires différents. Donc, sur les deux engins précédents, on a vu quoi? On a vu les deux fourches traditionnelles. OK, on les passe en dessous de la palette et puis c'est clair, la palette est stable, il n'y a pas de souci. En fonction du secteur d'activité, et notamment pour les gros volumes, vous avez le tablier multifourche que vous voyez tout au-dessus. Comme le nom l'indique et comme la photo le laisse deviner, en fait, on prend deux palettes à la fois. Ça demande une certaine dextérité. Vous avez également le rotatif. Le rotatif, on va le retrouver notamment dans les entreprises qui utilisent énormément de liquide pour éviter les différentes manipulations, le faire en sécurité tout en gardant une certaine productivité. Je vais attraper ma charge, je vais attraper mon fût et je vais le verser directement avec la machine dans un récipient contenant qui permettra de faire des mélanges sans souci, et encore une fois en évitant la manutention manuelle, ce qui permettra d'économiser, en tout cas d'épargner le corps de l'opérateur, de l'opératrice. Vous avez également la pince à fût, qui est un petit peu dans le même ordre d'idée, mais qui, elle, ne fait que bouger les fûts. Alors, pourquoi cette particularité dans l'apprentissage quand il faut conduire ou manipuler des liquides? Le liquide nécessite une attention particulière. Autant avec une charge solide, quand je m'arrête, OK, il n'y a pas de problème, ma charge reste stable. Vous savez comme moi qu'à partir du moment où je vais freiner un peu trop vite avec une charge qui contient des liquides, le liquide va commencer à bouger d'avant en arrière ou de gauche à droite selon la direction que j'avais prise au moment de l'arrêt. Et là, évidemment, ça peut totalement déstabiliser la charge et le chariot élévateur. Donc là, ça nécessite quand même un apprentissage particulier ou tout du moins une attention particulière. Oui, Valérie? On va également, toujours dans le même contexte et toujours en fonction de la spécificité de l'activité de l'entreprise, retrouver des pinces à bobine. Encore une fois, ça va faciliter et optimiser la productivité. Évidemment, là, il y a intérêt à bien connaître le diagramme de charge de son engin, puisqu'en fait, vous savez comme moi que le papier épaisse très très lourd, la moindre bobine, minimum, c'est 1 tonne. Vous avez ensuite la pince à ballot, comme le nom l'indique, on sait que ça va plus s'orienter vers tout ce qui est agricole. Et enfin, vous avez l'éperon. L'éperon, oui, l'exemple le plus parlant, ce sont évidemment les fabricants de tapis. Mais par exemple, ici dans la région de Charleroi, vous avez également la société Tim Arsinel qui fabrique du fil qui est destiné à la fabrication des clôtures. Donc, vous avez des bobines de fil qui pèsent chacune 200 à 300 kg. Ils ne prennent pas une bobine à la fois, ils ont un éperon et ils vont prendre 3, 4, 5 tonnes en une fois qu'ils vont donc enfiler sur cet éperon. Particularité également de ce type d'accessoire, c'est qu'en fait, on doit vraiment se projeter puisqu'en fait, la limite de l'engin est 7-8 mètres devant soi et même des fois plus. Oui, Valérie? On va ensuite retrouver le chariot élévateur à mât rétractable. Alors, pourquoi avoir inventé cette bête-là? C'est l'engin le plus compliqué à conduire. Il ne faut pas se le cacher. Pourquoi?
ben, autant sur le chariot élévateur frontal, on se retrouvait dans la même configuration que dans son véhicule. J'ai mon volant, j'ai mon capot devant moi. Quand j'avance, ça va devant moi. Quand je recule, ça va derrière moi. Ici, vous le remarquerez, le poste de pilotage est perpendiculaire au sens de la machine. Ça veut dire qu'en fait, lorsque j'avance, je vais vers le côté de l'ouverture de la cabine et quand je recule, je vais dans le sens des fourches. Donc, ça demande une certaine adaptation. Pourquoi avoir inventé ça? Vous remarquerez que cet engin est beaucoup plus compact que le chariot élévateur frontal. Il est beaucoup plus ramassé. La résultante de tout ça, c'est que son centre de gravité est beaucoup plus important et vraiment central par rapport à la machine. Et vous allez retrouver ce centre de gravité juste en dessous du siège du conducteur. Ça va amener quoi tout ça? Ça va faire que cet engin va être capable, de par son centre de gravité central très ramassé, très compact, de prendre les charges et de les amener à des hauteurs nettement plus conséquentes. On va pouvoir, avec un engin comme celui-là et selon les modèles choisis, aller gerber des marchandises dans les racks à une hauteur de 14, 15, 18 mètres de haut. Évidemment, le gros avantage, c'est qu'avec une surface au sol de 300 mètres carrés, si je peux monter sur 14 niveaux, bah ok, je vais récupérer une capacité de stockage phénoménale dans la hauteur. L'autre avantage de cet engin, c'est que c'est également, comme pour le chariot élévateur frontal 3 roues, c'est un 3 roues, donc un rayon de braquage très, très, très limité, très court, donc des couloirs très étroits. Donc, la majorité de l'espace disponible dans un entrepôt destiné au rayonnage pour le stockage et pas au couloir pour la circulation. Ce type d'engin, vous allez le retrouver également dans de grosses entreprises avec des capacités de stockage importantes. On ne fait pas de préparation de commande avec le chariot élévateur à mât rétractable. On fait de la mise en stock. Donc, les frontaux vont décharger les camions. Le frontal peut entrer dans une remorque de camion. Le rétract ne peut pas entrer dans une remorque de camion. Pourquoi? Parce que, évidemment, étant donné ses capacités de stockage en hauteur, il a un mât, donc c'est cette pièce que vous voyez entre la cabine et les fourches, qui est beaucoup plus haut que la hauteur légale d'une remorque. Il ne rentre pas dans une remorque. Donc très clairement, dans ces entreprises qui ont une capacité de stockage énorme, ce sont les chariots élévateurs frontaux qui vont entrer dans la remorque à quai, qui vont sortir les marchandises de la remorque, qui vont les poser au sol, et ce sont les chariots élévateurs à mât rétractable ou appelés rétracts. Ce sont les rétracts qui vont saisir ces marchandises et aller les stocker à de très très grandes hauteurs dans l'entrepôt de stockage. Donc ça, c'est principalement la mise en stock dans la chaîne logistique des 4 opérations. Mise en stock. Vous avez une particularité avec ces deux engins et il est important de le savoir. Si vous avez des intérimaires qui sont formés, il est important de savoir s'ils sont formés sur des 180 ou des 360 degrés. Pardon. De quoi s'agit-il? Si vous avez des gens qui sont formés pour le 180 degrés, avec le 360, ils vont être un petit peu perdus. Au début, en tout cas. Donc, il est important de demander à vos clients, OK, les rétracts, quel est le type d'engin que vous utilisez? 180 ou 360 degrés. La différence, c'est quoi? Le 180 degrés, vous avez un petit volant avec une petite poignée de préhension. C'est comme une voiture. On va aller de gauche à droite, on arrive à la butée. Si je prends à gauche, à un moment donné, je vais arriver à la butée, je ne pourrai pas aller plus loin. Si je tourne complètement à droite, il y a un moment donné, je ne pourrai pas aller plus loin, il y aura une butée d'arrêt. Le 360 n'a pas de butée d'arrêt. Quel est l'avantage et pourquoi a-t-on créé cela? En fait, lorsque vous êtes sur un 360, vous avez le petit volant. Au fur et à mesure que vous le tournerez, évidemment par vidéo, ce n'est pas évident à montrer, vous allez tourner votre volant vers la droite. Et en fait, ce qui va se passer, on voit ma main là? Oui, voilà. En fait, ce qui va se passer, au fur et à mesure que vous tournerez le volant vers la droite, le chariot va tourner vers la droite et on va tellement tourner vers la droite qu'à un moment donné, il va aller en marche arrière.
Donc, je vais le montrer comme ça. Je vais vers la droite, je vais vers la droite, et puis je recule et je continue à aller vers la droite. Et en fait, rien qu'en tournant ce volant, je vais aller de marche arrière en marche avant, sans être obligé de m'arrêter pour appuyer sur un interrupteur comme on a sur le 180. Je ne vais pas devoir à un moment donné stopper la machine pour dire maintenant je vais en marche avant et puis après repartir. Encore une C'est comme fois, les auto-tamponneuses, en fait. Exactement. J'y avais pas pensé à ça. Ouais, Ça vient de qui, aussi. ça? Olivier Talentus. Merci, Olivier. J'y avais pas pensé. Merci pour le tips. Autotamponneuse, exactement. Ça tourne à vide, c'est exactement le même principe. Je vais le noter pour la prochaine fois, pour ne pas oublier. C'est exactement ce principe-là. Et encore une fois, en termes de productivité, on évite une manipulation supplémentaire. Et il y a la limite, le changement, appuyer sur un interrupteur, c'est pas ça qui va faire perdre du temps. Le problème, c'est qu'on doit mettre la machine à l'arrêt pour faire ça. Là, on perd du temps. Et donc, bien évidemment, qui est titulaire d'un brevet 360 pourra sans problème conduire un 180. L'inverse n'est pas vrai. Donc, si je peux me permettre, lorsque vous demandez à votre client 180 ou 360 degrés, la plupart ne le savent pas. Hein. Enfin, la personne qui vous passe la commande n'est pas nécessairement au courant. Mais voilà, ça prouve quand même une certaine maîtrise du sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, ça vous permet de mettre le candidat tip-top par rapport à la machine qu'il va devoir utiliser. Cet engin est le plus compliqué parce que je vous le disais, naturellement, la marche avant et la marche arrière se trouvent soit vers mon épaule gauche, soit vers mon épaule droite. Donc ça, c'est pas naturel chez l'être humain. Mais en termes de rentabilité, de productivité, c'est une machine hyper importante. Et encore une fois, on va retrouver ça dans les entreprises avec d'énormes volumes de stockage. On ne va pas trouver ça dans la petite épicerie du coin. Cet engin est également plus cher à l'achat que le chariot élévateur frontal dit traditionnel. OK. Valérie? Valérie? On a perdu Valérie? Non, 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 je t'entends, mais mon PC, voilà. Merci. Il faut savoir également, c'est du détail et souvent les clients qui vous appellent ne voient que leur univers à eux et ils pensent que tout le monde utilise le même matériel partout. Non, justement. Et ça aussi, c'est une difficulté, c'est qu'à partir du moment où vous mettez à partir du moment où vous mettez un intérimaire au travail qui ne sait pas quel type de marchandise il va devoir manipuler, il peut au départ être perdu. Vous savez comme moi, quand vous mettez un cariste au boulot, je précise que j'ai travaillé dans l'intérim avant, donc je sais un petit peu de quoi je parle quand même. Vous savez comme moi que le client, dès le départ, va vouloir faire un essai et en fait, il va l'observer pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et le problème est que très souvent, en temps normal, pas dans les temps de pénurie d'aujourd'hui, en temps normal, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il va se faire sa propre idée et vous dira non, écoute, ça ne va pas, mets-moi quelqu'un d'autre ou bon. Donc, on doit préparer au mieux, vous devez préparer au mieux l'intérimaire à la situation qu'il va rencontrer sur le lieu de travail. Une chose importante, c'est le type de palette qu'ils vont utiliser. On s'occupe ici notamment de la formation de tout le personnel IKEA. Mais IKEA ne travaille qu'avec des palettes en carton, la dernière sur la ligne d'en bas. La palette en carton, oui, écologiquement, c'est top. Avec une palette en carton, il faut être d'une précision phénoménale. Autant avec une palette en bois, quel que soit son type, si on tape malheureusement dans les plots de soutien, le bois est un petit peu abîmé, mais il n'y a pas de problème, on peut quand même continuer à utiliser la palette. Avec la palette en carton, elle ne souffre aucun contact. Hein. Le moindre contact avec un chariot élévateur qui, au bas mot, va peser 1,5 tonnes, la palette, elle est morte. Elle est foutue. Donc, si vous avez parmi vos candidats des gens qui ont travaillé dans l'industrie lourde et que vous les mettez sans les prévenir dans une entreprise où on n'utilise que des palettes en carton, je peux déjà vous garantir que ça va être un carnage. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, ici, les types de palettes, vous avez la fameuse Europalette qui est bien connue. Vous avez également la palette industrielle à 4 entrées. Gros avantage,
comme le nom l'indique, 4 entrées, donc on peut passer dans tous les sens pour la prendre, mais vous remarquerez que sur chaque côté de cette palette, s'agissant d'une palette industrielle, elle doit être vraiment renforcée. Et donc, vous avez un pied au sol de chaque côté. Vous avez cette barre de maintien pour assurer la solidité de la palette. Ça veut également dire que si votre opérateur n'a pas l'idée de lever ses fourches d'au moins 5-6 cm avant de saisir la palette, ça va être un carnage. Vous avez la palette lourde à 2 entrées. Palette lourde, ça veut dire également que rien que le fait de prendre la palette sur les fourches, au niveau de la machine, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a beaucoup de poids sur le devant. Et inéluctablement, ça va influencer le comportement de la machine. Vous avez ensuite la palette simple à 2 entrées. Là, on va se retrouver, par exemple, dans des gros volumes de stockage, mais très légers. Le papier toilette est l'exemple le plus concret. Vous avez la palette en plastique, qui est souvent utilisée dans l'alimentaire. Et en fait, je le disais aussi, donc la palette en carton. Il faut bien comprendre qu'au plus vous aurez d'informations par rapport à la fonction que votre candidat va remplir au sein de l'entreprise, au plus vous pourrez préciser, être plus précis dans votre sélection, et plus vous augmenterez les chances de contenter le client. Et on sait que c'est de toute façon le but final. Oui, Valérie? J'ai des problèmes, ça ne passe pas du petit temps d'adaptation. Voilà, désolé. Ok, pas de souci. On a également des emballages spécifiques qui, eux, ici, ne vont pas nécessiter une manutention ou des techniques spécifiques. Hein. Quand on est capable de faire les palettes qu'on a vues sur l'écran précédent, on est capable de faire ce qu'on a vu là. Mais, inéluctablement, ici, de par la configuration, on voit bien qu'on a des renforts latéraux. Ça veut dire qu'on va se retrouver là-dedans avec des marchandises très lourdes. Ça veut dire que vous allez au minimum vous retrouver à la tonne et la tonne et demie au minimum dans chacun des contenants que vous voyez là. Vous avez une exception qui est le box en PVC qui lui sera également utilisé dans l'alimentaire. Mais là encore, l'alimentaire, c'est quoi? C'est de la viande, c'est du grain, ça peut être beaucoup de choses. Vous avez le quatrième contenant, le box en métal, qui lui nécessite peut-être une technique, enfin une attention un peu plus particulière parce qu'on fait énormément d'empilage avec ce type de récipient. Et l'empilage, vous le voyez, se fait avec les 4 ergots que vous voyez aux 4 points cardinaux du contenant qu'on voit. Et en fait, ça vient s'emboîter l'un sur l'autre, mais il faut être très, très, très précis. Et une dernière particularité, mais on en avait déjà parlé tout à l'heure, c'est le dernier, le conteneur IBC, qui lui, comme le nom l'indique et vous le voyez, évidemment, c'est du liquide. Et là, ce type d'engin, c'est 1 tonne de toute façon, mais encore une fois, un freinage trop appuyé et systématiquement, la charge va s'échapper des fourches. Donc là, ça nécessite également beaucoup de calme, de douceur et de précision dans la manipulation avec le chariot élévateur. Oui, Valérie? Un autre élément qui va déterminer si vous trouverez rapidement la personne adéquate pour votre client, il faut également demander quel est le type de rayonnage utilisé. On a de tout. Celui de droite, le rayonnage à bras support. Je vais reprendre mon exemple. Ça, vous allez retrouver dans les menuiseries. Là-dedans, on va aller placer les poutrelles de 8-9 mètres de long. Poutrelles de bois, poutrelles d'acier, etc. Ça, c'est ce que vous allez trouver dans les entreprises dites lourdes, d'activités lourdes. Vous avez par contre à gauche, là, ok, on se retrouve dans quelque chose de tout à fait traditionnel, que l'on rencontre d'ailleurs dans la majorité des entreprises, ce sont les racks, où on va placer les palettes. Les racks, on a maintenant une norme européenne, c'est toujours 3 palettes qu'on met dans le sens. La règle des 4 doigts, donc entre chaque palette, on doit avoir un espace équivalent à 4 doigts pour pouvoir prendre, déposer, reprendre la palette sans altérer cette marchandise-là, mais également la marchandise qui se trouve juste à côté. Oui, Valérie? On va également avoir les rayonnages drive-in. Le drive-in demande également une certaine adresse, puisqu'en fait, on va rentrer avec la machine qui sera la plus compacte possible. Vous le voyez,
sur la photo de gauche, c'est un 3 roues qui est plus étroit. On va rentrer dans les racks. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre ni à gauche ni à droite, hein. Et donc là, drive-in, OK, il y a une tournante et selon la politique de l'entreprise, first in, first out, last in, first out, etc. Vous avez également les rayonnages dynamiques sur rouleau. Donc, on rentre la marchandise d'un côté, il y a une pente naturelle, c'est sur rouleau, et la marchandise descend de l'autre côté. On charge, on alimente sur le côté arrière du rayon et on fait la préparation de marchandise, on prend la marchandise de l'autre côté. C'est quelque chose de spécifique. Alors, vous avez également les nacelles. Alors me direz-vous, en quoi la nacelle peut-elle avoir un lien avec les métiers de la logistique? Eh bien, en fonction de l'activité, et je visite des entreprises au quotidien depuis maintenant 25 ans, vous avez beaucoup d'entreprises où on va utiliser ce type d'engin pour faire de la préparation de commandes. Je vais prendre un exemple anecdotique, mais bien réel. La police de Charleroi, dans son nouveau bâtiment, la Tour Noire, là, ils ont un stock au niveau -2, -3, -4 de tout leur matériel de prédilection, les radars, les matraques, les barrières nadars, les panneaux de signalisation, enfin bon, tout leur matériel, des gilets fluo, etc., etc. Ils ne savent pas faire passer, on ne va pas évoquer les raisons, ils ne savent pas faire passer un engin typique de la logistique. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire passer, celle-là elle passait, elle descendait par les ascenseurs, une petite nacelle ciseau. Et donc, toute la préparation de commande en fonction des événements qu'ils doivent organiser est faite à l'aide d'une nacelle ciseau comme celle-ci. Ce n'est pas au départ l'engin idéal, c'est pas non plus sa vocation première, puisqu'en fait cet engin-là, en règle générale, est beaucoup plus utilisé par du personnel technique qui va par exemple aller remplacer les tubes qui se trouvent à une dizaine de mètres de haut dans un entrepôt de distribution ou de stockage. C'était ça sa fonction première, mais de plus en plus maintenant, cet engin est dévié et on l'utilise à d'autres fins. Évidemment, nacelle, brevet spécifique, bien entendu. Euh, J'attire également votre attention, vous voyez dans brevet, on sait que les entreprises du secteur de la chimie et de la pétrochimie exigent des brevets spécifiques. Ce sont les brevets dits tâches à risque. À partir du moment où vous devez travailler sur un site de la chimie et de la pétrochimie, toute personne entrant là doit être titulaire du VSC à base ou VCA cadre en fonction de la fonction, je le répète, que la personne va devoir remplir. Mais à partir du moment où cette personne, au sein même de cette entreprise du secteur de la chimie et de la pétrochimie, va devoir utiliser un engin, il faudra également que le brevet lié à cet engin soit décliné dans la version tâche à risque. Pour le chariot élévateur frontal, on parle notamment d'AV001 ou d'IS001. Pour le chariot à mât rétractable, le rétract, on parle d'IS002. Pour la nacelle ciseau que vous voyez là, on parle de l'AV003. Et pour la machine suivante, Valérie, s'il te plaît, vous avez la nacelle à télescopique ou à bras articulé. On parle ici de l'IS005. Vous avouerez que la télescopique que je vous montre là, c'est vrai qu'elle n'a rien à voir avec le domaine de la logistique. Mais bon, comme je devais aborder le sujet des nacelles, j'ai d'office mis les 3 nacelles dedans. Valérie, s'il te plaît. Le troisième type de nacelle, le voici, qui est le plus compliqué, c'est la nacelle à bras articulé. Comme son nom l'indique, okay, on a le bras qui va se déployer un peu comme un serpent, un peu dans tous les sens. Il faut savoir que pour les entreprises du secteur de la chimie et de la pétrochimie, la grosse majorité, 95% des entreprises, lorsqu'elles ont besoin d'un brevet nacelle, elles prennent ce type de nacelle et demandent le brevet IS005. Parce qu'à partir du moment où vous savez manipuler et être autorisé à conduire ce type de nacelle, vous pouvez
et vous êtes également autorisé à conduire les deux types de nacelles précédents, la télescopique et la nacelle ciseau. Alors que sur la nacelle ciseau, on avait l'agrément AV003. L'AV003 n'autorise la manipulation que de la nacelle ciseau. L'IS 005 couvre tous les types de nacelles, à l'exception de la nacelle sur camion qui est encore un autre agrément. Les risques, bien évidemment, travail en hauteur, donc port du harnais, chute, vertige, tout ça, c'est assez évident. On a également les ponts roulants. Alors, le pont roulant dans la logistique, pourquoi? Eh bien, encore une fois, en fonction des matériaux du secteur d'activité de l'entreprise, lorsque vous avez des coils qui pèsent chacun 2 tonnes, 3 tonnes, on ne va pas s'amuser avec un chariot élévateur, pas nécessairement. Vous avez beaucoup d'entreprises qui font toutes les manipulations d'expédition sur camion, de stockage, de transfert, de préparation de commandes avec des ponts roulants. Encore une fois, tout est lié à l'activité de l'entreprise et de la nature du produit. Dans les ponts roulants, vous avez également deux types bien distincts. Vous avez soit les commandes au sol. Donc là, on sait que l'opérateur est au sol et il va devoir manipuler le pont avec soit une poire filaire, comme vous le voyez sur le petit dessin qui est sur la gauche, vous avez qui pend un fil et vous avez un boîtier jaune. On appelle ça une poire. C'est évidemment très pratique dans un certain sens puisque l'opérateur est à côté de sa charge. Donc, il voit précisément ce qu'il va faire avec sa charge. Mais on a le revers de la médaille. Comme il est lié à la machine par le fil, il sera constamment à proximité de sa charge. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a une erreur de manipulation, un balancement de la charge non contrôlé ou non maîtrisé, il est dans un périmètre très court et là, ça peut être dangereux, voire même gravement dramatique. On a encore eu, il n'y a pas longtemps, un décès dans la région ici par une personne qui malheureusement s'est fait écraser par sa charge parce qu'elle n'a pas été capable de maîtriser le balancement. Oui, Valérie? Vous avez à côté de ça, et là, on résout le problème vu sur le slide précédent, la radiocommande. Le gars est au sol, l'opérateur est au sol. Mais comme il est en radiocommande, il n'est pas lié à la machine. Il a donc un périmètre de sécurité qui est beaucoup plus grand. Revers de la médaille, moins bonne visibilité, mais beaucoup plus de mobilité. S'il décide à un moment donné, pour voir un peu plus dans le détail si sa charge est correctement placée dans le camion ou dans la zone de stockage, il peut prendre à ce moment-là le choix de dire « Ok, je ne vais près de ma charge qu'à partir du moment où elle ne bouge plus du tout ». Et donc, on annule complètement le risque que l'on avait sur le slide précédent. On a donc ici les commandes au sol et au niveau des brevets, vous voyez, même chose, vous avez la déclinaison pour les brevets Tacharis pour les entreprises du secteur de la chimie et de la pétrochimie, c'est-à-dire l'IS 011. Il faut savoir que ce brevet IS 011 comprend non seulement le brevet d'en aptitude pour les commandes au sol, mais il comprend également, désolé de vous assommer avec ça, mais vous devez le savoir, il comprend également le brevet AV004. C'est quoi cette bête-là? C'est le brevet qui permet d'élinguer des charges non critiques. Une charge non critique, c'est par exemple celle qui est reprise sur l'illustration qui est là. Vous avez un centre de gravité qui se trouve au centre de la marchandise à manipuler. Donc l'élingage est simple, on va élinguer aux 4 points cardinaux de la caisse qui est ici représentée, mais il y a également une formation qui est nécessaire pour ça. Mais donc, je répète, qui vient faire un brevet et détenteur d'un brevet IS 011 est également détenteur de l'AV004. Et, allez, très naturellement, il est quand même difficile de dissocier dans les entreprises la fonction de pontier et la fonction d'élingueur. On trouvait peut-être ça avant dans des entreprises de grande dimension où il y avait un gars qui ne faisait que la manipulation du pont et il y avait des gars qui étaient des élingueurs, ils ne faisaient que ça. C'est révolu ce temps-là. Il reste de moins en moins d'entreprises qui font le distinguo entre les deux postes.
là, encore une fois, oui, c'est de la logistique. On peut l'insérer dans les métiers de la logistique puisque, je répète, pour des coils de 2 tonnes, 5 tonnes, c'est ce qu'on va devoir utiliser pour faire les mises en stock, les préparations de commandes, etc. Et enfin, il reste, merci Valérie, la commande cabine. La commande cabine, ben, vous avez un gars qui est perché à 10, 15, 20, 30, 40 mètres de haut, donc vertige, je m'abstiens. Le gars, il monte là-haut et il monte le matin, il redescend le soir. Hein. Il faut être clair. La déclinaison, c'est l'IS 012 pour les brevets tâches à risque. Et lui, évidemment, va devoir travailler en parfaite collaboration avec des élingueurs. Les élingueurs sont au sol. Les élingueurs vont lui communiquer comment il doit fonctionner. Il y a pour cela la communication par geste. On voit quelques exemples sur la petite illustration de gauche, où il faut absolument une parfaite maîtrise, puisqu'en fait, l'opérateur cabine va vraiment se référer aux signes qui lui sont donnés. D'ailleurs, l'illustration là, elle n'est pas correcte. Il y a un opérateur élingage qui va communiquer, et pas trois en même temps, sinon le mec au-dessus devient fou. Hein. Donc, il y a ça. Il y a également les talkie-walkie dans les technologies nouvelles, mais il faut savoir que le talkie, en cas d'accident, ben, les assurances ont tendance à se débiner assez vite en disant ben, le talkie, oui, pourquoi pas la communication par geste. Là, au moins, on sait qu'il n'y a jamais de problème, que la communication est claire et que. Il faut le savoir. Qui vient passer son brevet ou est titulaire du brevet IS 012 a bien évidemment l'apprentissage de la communication par geste. Les deux vont de pair. On ne peut pas, comme précédemment, dans l'exemple précédent, on ne peut pas dissocier les deux. On va se retrouver ici aussi avec des entreprises qui sont plus souvent dans la métallurgie. Dans la région de Charleroi, ici, on a notamment la société Tim Arsinel, où il y a un pont qui se trouve à une trentaine de mètres de haut. Et le gars, du matin au soir, va décharger la ferraille qui se trouve sur les péniches qui arrivent le long de la Sambre. Il prend cette ferraille au grappin, il la stocke, il fait un grand monticule et il va, mais c'est de la logistique, donc c'est la réception des marchandises, tout du moins des consommables. Et le week-end, sur le four électrique, qui ne fonctionne que le week-end parce que l'électricité est moins chère le week-end, il va prendre la marchandise qu'il a stockée pendant toute la semaine et il va prendre ces morceaux de ferraille qu'il va placer dans le four pour qu'on puisse ressortir après les brames de métal qui vont servir à la construction, etc. Je pense avoir tout dit sur la commande cabine. On va voir maintenant rapidement hein, les différents risques. Il est évident que si vous mettez au travail des gens qui sont titulaires d'un brevet, normalement, ils ont été sensibilisés aux risques majeurs qu'ils peuvent rencontrer avec les machines. Mais vous savez comme moi on doit toujours donner la priorité aux prescriptions sécuritaires en vigueur dans l'entreprise. Chaque entreprise a un système interne différent. Donc, et notamment, vous avez les règles de circulation. Vous avez des entreprises où vous avez des règles de circulation très strictes. La personne qui vient de droite est toujours prioritaire. Dans d'autres, c'est la personne qui vient de gauche qui est toujours prioritaire. Ce sont des éléments importants que vous devez, qu'il serait idéal de communiquer à l'intérimaire que vous allez envoyer avant qu'il n'arrive sur place. Ce ne sont pas toujours des informations faciles à obtenir, mais si vous les avez, c'est primordial. Le gars arrive encore mieux préparé sur le site du client. Donc, les règles de circulation qui peuvent changer du tout au tout hein, d'une entreprise à l'autre, c'est une première chose. Oui, Valérie? Ah oui, j'avais fait ça. Tenir compte des panneaux de signalisation, respecter les règles internes de circulation, bien évidemment. Être extrêmement prudent lors des sorties des couloirs et être attentif aux piétons. La bagarre entre le piéton et la machine, c'est toujours la machine qui gagne, hein, systématiquement. Donc, très attentif à ça. Ils doivent savoir, mais ça fait partie des règles, que, et ça c'est dans toutes les entreprises, les passages pour piétons sont prioritaires sur tout engin,
sinon on ne prendrait pas la peine de faire un marquage au sol. Oui, Valérie. Éviter de circuler sur les zones piétons. Et si c'est impossible, céder le passage. Voilà. La sécurité des personnes. Il est interdit que les opérateurs ou les collaborateurs se placent sous une charge pour aucune raison. Il n'y a aucune raison valable. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est une certitude. Il faut savoir aussi que, en toute logique, et là aussi ça varie d'une entreprise à l'autre, l'opérateur, le préparateur de commande, s'il est dans une fonction piéton, ne peut pas, au minimum, être à une distance inférieure à 2,50 m par rapport à la machine. Alors là, encore une fois, on est dans les règles de sécurité. Il est évident que selon l'infrastructure mise à disposition, on sait tous que ce n'est pas possible dans toutes les entreprises, hein. On le sait. Mais voilà, le piéton doit faire attention, l'opérateur machine doit également être hyper attentif. Oui, Valérie? On doit également tenir compte de la hauteur de passage de la machine. Et là, c'est vrai que quand on est pris dans le rythme de la productivité, du rendement, ou bien certaines entreprises qui vous disent « Nous, les heures de travail, les gars, c'est pas compliqué. Quand les commandes sont terminées, vous pouvez partir. » Je connais l'une ou l'autre entreprise qui procède de la sorte. À mon sens, ce n'est pas la bonne solution, parce qu'en fait, les gars veulent travailler tellement vite pour être le plus vite chez eux, ce que je peux parfaitement comprendre, ce que nous pouvons tous comprendre, mais on travaille dans la précipitation. Et dans la précipitation, il arrive fréquemment ce que vous voyez sur la photo de droite. On n'a pas pensé à rentrer le mât, et parce qu'on court, tout simplement, et là, c'est la cata, hein, c'est le renversement avec toutes les conséquences dramatiques que vous pouvez imaginer. Oui, Valérie? Ils savent également que le transport de personnes est totalement interdit avec des engins qui sont destinés à la manipulation de charge. Cependant, parce que j'ai eu la question de la part de l'une ou l'autre agence d'intérim qui me disait « mais enfin, on nous dit que », on pense que, et c'est vrai, le transport de personnes est interdit, sauf si le chariot est équipé d'une nacelle prévue à cet effet. On peut très bien mettre une nacelle sur les fourches. Cette nacelle est avec des chaînes, elle est liée à la machine et au sein de cette nacelle, les piétons qui montent dedans doivent également être équipés d'un harnais. Donc oui, le transport de personnes est totalement interdit, sauf si l'engin est équipé du matériel adéquat prévu à cet effet. La protection du conducteur, ils le savent, mais encore une fois, dans la précipitation, et vous comme moi, nous savons que le moindre accident de travail, c'est bon pour personne, c'est pas bon pour l'image de la société d'intérim, c'est pas bon pour le client, c'est moins bon encore pour la prime d'assurance que la société va devoir payer. Tout élément du corps doit rester à l'intérieur de la structure de l'engin utilisé. On a demandé aux gars de le faire exprès, là, hein, rassurez-vous. À droite, ça passe encore. À gauche, c'était catastrophique. Merci Valérie. La position des fourches. Alors, ils le savent, mais encore une fois, dans la précipitation, il peut arriver qu'on oublie de le faire. On demande que, à vide, on demande que les fourches soient à 25 cm de hauteur. Pourquoi 25? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 50? Mais ce que je vais dire est assez brutal, mais la réalité, elle est pourtant celle-là. À 25, on est dans le tibia et le péroné. Un tibia et un péroné, ça se répare très facilement. À 10, on est dans la cheville, c'est plus compliqué. À 40 ou 50, on est dans le genou, c'est une catastrophe. C'est la seule et unique raison. Oui, Valérie? Adapter l'écartement des fourches, ils le savent également. La vitesse, et là on en revient aux problèmes liés à la production, on court, on galope, ils savent qu'ils doivent faire attention au dénivelé sur le sol, leur sécurité c'est une chose, le basculement de la charge avec la perte sèche pour le client, ça en est une autre.
ils doivent, et il est de leur responsabilité, même en tant qu'intérimaire, de toujours vérifier que le trajet qu'ils vont faire n'est pas encombré par quoi que ce soit. C'est de leur responsabilité puisqu'ils sont caristes ou conducteurs de gerbeurs ou de rétracte ou quoi que ce soit. C'est de leur responsabilité. Les stationnements dans les entreprises, là également, les règles sont propres d'une entreprise à l'autre, mais il est clair, et allez, on va pouvoir défiler ici, mais il est clair que les engins doivent toujours être parqués avec les fourches côté mur et pas côté passage. Ça, c'est une première chose. On ne peut pas se garer devant les issues de secours, ça tombe sous le bon sens. On ne peut pas se mettre devant les coffrets électriques, ça tombe également sous le bon sens. Encore une fois, le matériel d'incendie, pour autant que l'infrastructure mise à disposition le permette. Et ce n'est pas toujours le cas. Et je pense avoir fait le tour. Voilà, voilou. Voilà. Je reviens parmi vous. Avez-vous des questions? Moi, j'ai une question. Est-ce Oui. que alors, je vais reprendre mes notes. Pour le préparateur de commande niveau haut, Oui. comme on a parlé qu'il fallait obligatoirement un harnais, il faut aussi passer le VCA. Pas nécessairement. Le VCA est vraiment lié au secteur d'activité de l'entreprise, hein. En fait, qui va exiger une certification VCA? Soit les entreprises qui sont réellement, leur core business, c'est dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie, donc eux n'ont pas le choix, c'est leur secteur, ou alors les sous-traitants qui vont être appelés à travailler dans une entreprise qui est agréée VCA. Je prends un exemple. J'ai un menuisier qui est venu ici avec son fils passer la formation VCA. Pourquoi un menuisier devrait-il passer le VCA? Eh bien, tout simplement parce qu'il a obtenu un marché pour aller remplacer tous les châssis dans une raffinerie. La raffinerie étant du secteur de la chimie et de la pétrochimie, comme il a obtenu le marché, il est devenu sous-traitant. Eh bien, pour rentrer sur le site, il devait disposer du VCA. Donc, la déclinaison du brevet en VCA va seulement dépendre, non pas de la machine en tant que telle, mais du secteur d'activité de l'entreprise. Et du moment que ça touche au secteur de la chimie ou de la pétrochimie, le VCA est requis. Donc, en clair, pour répondre à votre question, OK, le préparateur de commande de niveau haut, si c'est utilisé dans une entreprise qui produit des acides, etc., oui, il faudra le VCA. Si cette même machine est utilisée à la centrale de distribution de Colruyt-Hall, cette même machine, non, il ne faudra pas une certification VCA. Okay. Je vois qu'il y a une autre question. Sarah? Oui, bonjour. Donc moi, en fait, j'ai une question parce que je travaillais au Luxembourg et du coup, la législation est complètement différente puisqu'on parle de CACES qui sont valables à l'international. Euh, du coup, j'aimerais bien savoir les dates de validité pour les différents CACES ou si vous avez peut-être les types de documents qui sont acceptés puisque je vois que ça peut venir de plusieurs centres de formation, etc. Donc, je ne sais pas trop si quelqu'un me présente un brevet, si je peux l'accepter. Je sais que c'est propre à la Belgique, mais je ne sais pas si vous avez une procédure ou quoi avec ce genre de documents, des exemples. J'ai malheureusement beaucoup d'exemples parce qu'en fait, cette histoire, c'est la foire à l'empoigne pour le moment. Je m'explique. Oui. La France, c'est le CACES. Maman est française, hein, donc je ne vais pas critiquer la France, mais enfin, la France fait un peu cavalier seul de ce côté-là. Parce que du coup, moi, je suis à la frontière et Oui, et c'est j'ai la les CAP. trois pays. Je comprends. Et allez, on a souvent des questions qui viennent dans ce sens-là. Alors, le CACES est un produit français. Euh, Ça fait 15 ans qu'on est confronté à cela, mais heureusement, on a l'air d'aller dans une direction, enfin, on dirait que l'idée européenne commence enfin à porter ses Oui, fruits. ça serait bien. Enfin,
Ça fait 15 ans. Hein. Enfin, on sait qu'en politique, il ne faut pas être pressé. Alors, aujourd'hui, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que si un candidat français, titulaire d'un CACES, le 1, 3, 5, etc., tout ce qu'on veut travailler dans une entreprise du secteur de la chimie et de la pétrochimie en Belgique, au Luxembourg, en Hollande et en Allemagne, ça ne passera pas. En termes d'assurance, ça n'est pas suffisant. Ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on vit au quotidien, nous avons des Français qui viennent ici et qui font valider leur CACES en brevet IS machin en fonction de l'engin qu'ils doivent conduire. À l'inverse, un Belge, enfin, une personne résidente en Belgique titulaire d'un brevet IS va se présenter en France, la France accepte le brevet IS. Je ne vais pas vous dire ouais, notre IS est bien plus fort que le CACES, etc. Mais il y a quand même certaines différences. Il n'y a pas eu de pression ni dans un sens ni dans l'autre, mais c'est vrai que la France accepte l'IS en lieu et place du CACES. L'inverse n'est pas vrai. Cependant, on commence à voir le bout du tunnel, puisque là, les pourparlers ont enfin abouti à plus ou moins quelque chose. Plus ou moins quelque chose, je sais que c'est flou, mais enfin, depuis 15 ans, on est quand même content que ça avance un petit peu. Et il est possible, nous dit-on, que d'ici 2 ans, il y ait enfin une reconnaissance mutuelle des deux brevets, avec peut-être une petite mise à jour dans un sens ou dans l'autre, et ça permettrait quand même une plus grande clarté et surtout une plus grande transparence au niveau des dédommagements des compagnies d'assurance en cas de dégâts corporels ou matériels. Donc là, tout doucement, on arrive à une solution. Mais aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est un CACES. Bien entendu, il a une compétence. Bien entendu, il a une maîtrise de l'engin. Mais c'est toujours la même chose. Tant qu'il n'y a pas de dégâts, on est tranquille. Oui, Si à un moment on donné, est il y a un sécurisé. accident, les assurances font la partie belle en disant « Ah non, désolé, nous c'est IS ». Voilà comment ça se passe. La réalité du marché aujourd'hui, c'est ça. Merci Joël. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi. Mais Oui, c'est d'accord. rapide, c'était toujours concernant les CACES. C'est juste qu'à chaque fois, moi, je travaille avec quelqu'un qui me demande toujours les 1, 3, 5, mais je ne sais jamais quel chiffre représente quelle machine en fait. Parce que des fois, sur les CV, il est marqué brevet pour telle machine, mais je ne sais pas si ça représente. Alors là, si vous voulez bien communiquer votre adresse mail à Véry qui m'enverra, il y a un tableau qui reprend le tout. Je vous avouerai que ce n'est pas évident non plus, parce que il y a une dizaine, je pense, de rubriques, mais la terminologie n'est pas la même que chez nous. Et par exemple, vous avez un engin, vous avez une classification qui dit engin de terrain. Ouais. Engin de terrain. Engin de chantier. Ouais. Engin de chantier, je vais trouver des dumpers, je vais trouver des Manitou télescopiques, je vais trouver des bulles. Enfin, il y a tout. Il y a tout. Alors, chez nous, Belgique, Hollande, Allemagne, oui, il y a un IS. Si vous voulez un Manitou à bras rigide, c'est l'IS 003. Point. Oui, c'est un engin de chantier. Si vous voulez un Manitou rotatif, c'est l'IS 031. Si vous voulez un Manitou rotatif avec fonction de levage, c'est l'IS 032. Et le 032 étant le plus compliqué, on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec l'IS 005 pour les nacelles élévatrices. Qui est titulaire du 32 est autorisé à conduire les engins nécessitant le 31 et encore plus le 003 qui est le modèle à bras rigide. Donc qui peut le plus, peut le moins. Mais donc voilà, dans la philosophie et la conception IS, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est Bessac à la demande des entreprises du secteur de la chimie et de la pétrochimie. Hein. L'initiative, ce sont les sociétés du secteur de la chimie et de la pétrochimie qui en fait, le constat, il a été très simple. Historiquement, ils se sont dit, ouais, mais oh, on nous envoie un cariste. Nous, ce n'est pas des palettes d'huile qu'on manipule.
Ce sont des acides, ce sont des produits dangereux. Donc, on voudrait quand même bien que pour les gens qui viennent travailler chez nous, il y ait un niveau de compétence plus haut, quelque chose de plus strict, parce que le danger est beaucoup plus conséquent chez nous. C'est de là qu'est né Bessac, en Hollande. Hein. Et c'est comme ça que les examens qu'on fait passer pour Bessac, enfin, Valérie est déjà venue, Greg aussi, on a des parcours, ce ne sont pas des parcours qu'on a sucé de notre pouce. Hein. Il faut savoir que les quilles sont mises à autant de centimètres l'une de l'autre, que les différentes disciplines à réaliser sont clairement établies, et ça se joue au centimètre pour qu'il y ait un niveau d'expertise certain. Mais encore une fois, à l'initiative, ça vient vraiment des entreprises du secteur de la chimie et de la pétrochimie. Okay. Donc, si pour revenir à votre question, vous pouvez envoyer vos coordonnées à Valérie qui m'enverra. Il y a un tableau récapitulatif qui reprend les différents numéros et ceux qu'ils mettent derrière, même si, je viens de vous le dire, il y a quelques catégories un peu fourre-tout, on ne sait pas trop finalement ce qui rentre dedans. Merci Joël. Okay, merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions? La vidéo vous sera envoyée assez rapidement. D'accord. Je pense qu'il n'y en a plus. Mais je vous remercie en tout cas pour votre écoute, vos questions, votre intérêt. J'espère que ça vous a plu. Le prochain webinaire, comme je le disais tout à l'heure, sera organisé le 17 février et je viens de remettre le lien. Donc, cette fois-ci, des métiers et des formations sur les métiers techniques. Voilà, s'il n'y a plus d'autres interventions, je vous souhaite un bon appétit et au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci Joël. Merci, bon appétit. Merci, au revoir. Merci, Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci Joël. Merci à vous.